la fibrinolyse ou bien la dégradation du caillou qui a été déjà formé, parce que une fois il termine, il fait son rôle, il doit être résorbé, sinon il va y avoir un problème pathologique avec formation d'un thrombus. Là, je ne vais pas détailler. Je passe. Pour les explorations de l'hémostase, là aussi, il faut revenir à votre cours de 3e. Donc, ce n'est pas la peine de détailler. Il faut connaître les normes pour parler ensuite de pathologie. On ne peut pas connaître la normalité pour parler d'une pathologie. Ouf. Tout le monde est en retard. Je continue. Alors, le cours, on va le faire en 2 parties. Aujourd'hui, on va faire les principaux syndromes qui touchent la lignée blanche. Et la prochaine fois, ça sera les anémies ou bien les pathologies des globules rouges et l'hémostase. D'accord? On va voir en cas de problème au niveau des leucocytes. Les leucocytes sont les cellules blanches. Il y a 2 formes. Donc, il y a plusieurs classifications. Il y a les formes prolifératives et non prolifératives. Non prolifératives, vous comprenez, ça veut dire quoi prolifération? Donc, c'est une formation excessive qui est anormale. On va voir d'abord les syndromes leucocytaires non prolifératifs. Donc, ce syndrome peut être le désordre, si vous voulez, ou bien le problème, ou bien le trouble peut toucher la quantité ou bien la qualité. Soit la quantité des cellules qui est touchée, soit la qualité. Quand ça touche la qualité, ça veut dire la cellule ne fonctionne pas ou bien ne fait pas son rôle correctement. D'accord? Et automatiquement, ça va donner un trouble. Donc, tout ce qui est quantitatif, ça peut être une insuffisance, et c'est ce qu'on appelle une leucopénie, ou bien par excès, soit insuffisance de production, soit un excès de production. Et là, donc, ça, soit une leucopénie, ça veut dire diminution, ou bien leucocytose, c'est une augmentation de la normalité. Qualitative, ça veut dire qui touche la qualité, ou bien si vous voulez, c'est des anomalies fonctionnelles de la cellule. Je passe. Ensuite, le problème peut être aussi quand on parle de lymphopénie. Là, ce sont le désordre lymphocytaire qui touche les cellules lymphocytes. Soit le problème, il est primitif, ça veut dire déficience en cellules T et B, soit il est d'origine secondaire. Là, quand il est primitif, ça veut dire c'est au niveau central, ça veut dire le problème est un déficit lors de la production au niveau de la moelle osseuse. Il peut aussi être secondaire, ça veut dire il y a une production normale par la moelle osseuse, par contre, il y a une destruction rapide. D'accord? Quand il y a une destruction rapide, ça veut dire un déficit du tout des cellules différenciées. Et là, on trouve un déficit beaucoup plus dans tout phénomène inflammatoire ou bien infectieux. Infectieux tels que le VIH, le sida, aussi inflammatoire, et certains syndromes prolifératifs tels que la maladie de Hodgkin. Je ne vais pas définir la maladie parce qu'on va la voir après. Et ça peut être aussi une médication, ça veut dire un patient qui prend un traitement de longue durée, il peut, parmi les effets secondaires de ces molécules, ils peuvent entraîner une destruction des cellules blanches, telles que les immunosuppresseurs et la chimiothérapie. D'accord? C'est des drogues qui détruisent, si vous voulez, les lymphocytes. Ça peut être une lymphocytose, ça veut dire augmentation anormale du nombre des lymphocytes, tels que la MNI ou bien la mononucléose infectieuse. Et là,
c'est une infection virale due, je la définis, infection virale due à l'herpès simple, au virus de l'herpès ou bien et en cas de récidive, donc il y a la varicelle. Donc c'est un virus qui intervient soit dans la maladie de l'herpès, herpès simplex ou bien la varicelle. Et tout processus infectieux, ça peut être aussi un désordre hématopoïétique, comme les leucémies. Parce que les leucémies, on va les voir, c'est une, si vous voulez, c'est une hémopathie maligne, d'accord? Quand je dis hématopoïétique, ça veut dire le problème, c'est au niveau de la production ou bien de la formation au niveau de la moelle osseuse. On va voir qu'est-ce que c'est une neutropénie. Donc, ce sont la neutropénie, donc ça touche les polynucléaires neutrophiles. Normalement, elle peut être discrète, modérée ou bien sévère. Si elle est discrète, ça veut dire qu'elle n'est pas grave. C'est quand le nombre des neutrophiles et des polynucléaires est entre 1000 à 1500 par millimètre cube. Elle est modérée quand elle est entre 500 et 1000. Elle est sévère, c'est ce qu'on appelle agranulocytose quand elle est inférieure à 500. Et là, le risque infectieux est très important parce que cliniquement, vous trouvez un patient qui est fébrile, qui avec une température des fois arrive à 40. Le patient aussi, donc le nombre est diminué. Automatiquement, il peut présenter, on va voir après, des lésions buccales telles que les aftes, les ulcérations. Et là, la cause peut être centrale. Par défaut de production médulaire, il peut être périphérique, tel que périphérique, ça veut dire la production au niveau central ou bien médulaire est normale. Par contre, la destruction est rapide. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, les immunosuppresseurs et dans certains cas de maladies auto-immunes. D'accord? Les maladies, là, je reviens pour la maladie auto-immune, ça veut dire c'est une... Pourquoi on l'appelle auto-immune? Ça veut dire le corps va si vous voulez, avec des cellules de défense qui vont aussi qui vont être détruites. C'est pour ça qu'on l'appelle auto-immune. C'est une si vous voulez, autodestruction des cellules de défense de l'organisme. Un patient qui présente un trouble leucocytaire, là, on trouve des ulcérations, comme vous voyez là, c'est un aft, parce que l'aft, par définition, c'est une ulcération. Donc, ici, vous voyez la lésion avec la perte de substance. Des infections bactériennes, et quand je dis bactériennes telles que la gingivite, là, c'est pas comme la gingivite inflammatoire. Il faut faire la différence et beaucoup plus on trouve ces lésions quand le patient se brosse. Ça veut dire qu'il présente une bonne hygiène. Malgré la bonne hygiène buccale, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de tarte, mais le patient présente des gingivites. Et là, la cause n'est pas locale, bactérienne, elle est d'ordre général. D'accord? Aussi, on peut trouver des infections virales telles que l'herpès au niveau des lèvres. Et on trouve aussi des lésions mycoses par diminution donc du pH buccal. La granulocytose, donc c'est une diminution importante du nombre des polynucléaires. Et là, le patient aussi, donc, il présente, je répète, un état infectieux intense avec hyperthermie. Elle peut être médicamenteuse et comme vous voyez là, certains médicaments tels que les sulfamides, les barbituriques qui entraînent cette agranulocytose. Et cliniquement, on trouve beaucoup plus des ulcérations postérieures, des cyalorrhées et une dysphagie. Dans certains cas, il y a des agranulocytoses, si vous voulez, constituées ou bien congénitales. C'est des syndromes tels que la maladie de Kostman
c'est une agranulocytose génétique infantile qui touche l'enfant. Et là, c'est dû. Généralement, ça se complique par des leucémies. Vous coupez vos sons, s'il vous plaît, ça dérange. Hein? Au niveau buccal, on trouve toujours des gingivites, des érosions et des saignements, des ulcérations. Maintenant, quand l'atteinte est qualitative, donc qualitative, c'est-à-dire des polynucléaires neutrophiques qui sont le taux, donc biologiquement on trouve un taux normal parce que par contre la fonction n'est pas, ces cellules n'assurent pas leur fonction correctement. Ça peut être dans certains, comme dans le cas de syndrome de Shediac-Higashi. Là, pour ce syndrome, le problème, c'est une atteinte qui touche les granulocytes. Il y a une diminution de la quantité et aussi atteinte qualitative. Et le problème de ces patients qui ont un problème de phagocytose, ça veut dire les cellules n'assurent pas la phagocytose des bactéries et des virus. Automatiquement, ça donne des troubles infectieux. Des infections cutanées, neurologiques et même au niveau buccal, des ulcérations et on trouve aussi des fois des exfoliations prématurées des dents temporaires. Exfoliation, ça veut dire, si vous voulez, c'est une chute spontanée, d'accord? Chute spontanée des dents avec des gingivites et parodontites sévères. Il y a aussi autre syndrome, c'est le syndrome de Down, donc qui est caractérisé par une diminution du chimiotactisme et de la phagocytose des neutrophiles. Et au niveau buccal, ça peut provoquer des parodontites prépubertaires. Aussi, il y a un problème de l'adhérence. Ce syndrome est caractérisé par la déficience, une déficience de l'adhérence ou bien de l'adhésion des leucocytes, ce qui provoque des infections buccales et même générales. Hein. On continue. Donc là, c'est descriptif, il faut juste les connaître. D'origine acquise, là, pour tous les syndromes qu'on a cités, c'est des syndromes ou bien c'est des atteintes, si vous voulez, congénitales. D'accord? Et souvent, c'est héréditaire. Par contre, là, c'est acquis. Un problème de dysfonctionnement des cellules dû à certains médicaments. Ça veut dire, là, c'est acquis, c'est dû à une prise de certains médicaments qui peuvent donner ce dysfonctionnement des polynucléaires, tels que l'aspirine, l'ibuprofène, qui est un anti-inflammatoire, et les corticoïdes. En cas de polynucléose à éosinophiles, ça veut dire augmentation des éosinophiles. Elle est secondaire à certaines pathologies telles que certaines néoplasies. Là, c'est des syndromes malins. Les lymphomes, je ne vais pas les définir parce qu'on va les voir après. Et quand le problème touche les éosinophiles, ça veut dire c'est un problème, il faut penser à un problème allergique. Et dans certains cas de maladies auto-immunes qui touchent le collagène, un basophile, dans certains syndromes myéloprolifératifs chroniques, on va les voir après, dans le cas d'hyperthyroïdie. Maintenant, ce qui nous intéresse en odontostomatologie pour la prise en charge de ces patients. Là, je résume d'une manière générale. Quand le problème est, qu'il soit quantitatif ou qualitatif, ça veut dire, c'est surtout quand il y a une diminution. Parce que le qualitatif, ça veut dire une cellule qui ne fonctionne pas normalement, ça veut dire comme si elle n'est pas là. C'est le même principe que
que c'est un déficit. D'accord? Et problème qui touche un trouble des cellules blanches, ça veut dire penser à un problème ou bien à un risque infectieux. Donc, tout acte sanglant va provoquer une infection. Et il n'y aura pas de guérison. Là, je parle d'actes buccaux. D'accord? Donc, toujours, quand vous prenez un patient qui présente une hémopathie, commencez par l'avis du médecin traitant. Pourquoi? Parce que le patient peut vous dire je présente telle ou telle maladie, mais il faut avoir l'avis du médecin. C'est pour avoir, si vous voulez, avoir une idée sur l'état actuel du patient, s'il n'y a pas de complications et la prise de médicaments. Est-ce qu'il prend un médicament? Est-ce qu'il a subi une chimioradio? Vous êtes là? Saoud? Oui, madame. Je continue. Oui, madame, oui. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, pour les vasoconstricteurs, ils ne sont pas contre-indiqués. Un patient qui présente une neutropénie, là, et un problème leucocytaire, chez lesquels on peut utiliser les vasoconstricteurs. Il faut insister sur l'hygiène, les mesures d'asepsie, donc elle doit être rigoureuse. Et toujours une antibioprophylaxie avant l'acte. C'est surtout quand il y a une neutropénie ou bien lymphopénie, ça veut dire diminution du taux des cellules. Et là, quand on fait un acte sanglant, d'accord? C'est pas par exemple, vous allez faire un traitement d'une dentinite, vous donnez l'antibioprophylaxie. Là, quand il y a un rapport avec la muqueuse buccale, d'accord? Madame? En arrivant au niveau de la pulpe. Oui? Le détartrage, c'est un acte sanglant? Oui. D'accord. Bien sûr. Donc, parce que le détartrage, où est-ce que tu vas faire le détartrage? Donc, tu vas arriver au sulcus. Oui, madame. Et si on arrive au sulcus, ça veut dire il peut y avoir passage lors de l'action mécanique. Il peut y avoir passage des germes dans le conjonctif et ensuite dans la circulation. D'accord? Dans la circulation sanguine. Dans les vaisseaux. Provoquer une infection. D'accord? D'accord, madame. Bien. Les précautions à prendre maintenant lors de la prescription. Si vous voulez prescrire un traitement, c'est surtout pour les antalgiques et les anti-inflammatoires. Un patient qui présente un déficit immunitaire, on ne peut pas lui prescrire une corticothérapie parce qu'on va aggraver l'immunosuppression. D'accord? Pour cela, il faut éviter tout médicament ayant des effets dépresseurs sur la moelle osseuse. Ou bien un patient qui a été déjà sous antibiotiques et là à discuter avec le médecin traitant pour la dose et la molécule. D'accord? Donc, tout ça, c'était pour les syndromes non prolifératifs. Il n'y a pas de prolifération et là, on va parler des syndromes prolifératifs. En citant la maladie de Vaquez, les leucémies, l'histiocytose X, les lymphomes et les plasmocytoses. Commençons par la maladie de Vaquez. C'est un syndrome myéloprolifératif vrai. Ça veut dire qu'il touche les cellules souches qui sont quelles cellules? Les myéloïdes. D'accord? C'est un syndrome myéloprolifératif. Ça veut dire qu'il y a une production anormale pour les cellules myéloïdes. D'accord? Et automatiquement, donc, les myéloïdes qui vont donner les cellules rouges. Il y aura un excès de production de cellules, des globules rouges. Cliniquement, un patient donc, qui présente un excès de globules rouges, ça veut dire quoi? Les cellules rouges qui deviennent plus importantes par rapport au volume liquide du sang.
À partir de là, il peut y avoir des agrégats. C'est ce qu'on appelle des thrombus. D'accord? À cause de ça, donc, il va y avoir, patient cliniquement peut présenter des céphalées, des vertiges, des bourdonnements d'oreilles. Aussi, ça peut se compliquer par une hypertension artérielle, des problèmes cardiaques, un trouble de la vue, des accidents thromboemboliques. J'ai expliqué pourquoi. Donc, vu cet excès de globules rouges, le visage du patient et la muqueuse, elle devient érythrocyanosique. Ça veut dire quoi? L'érythrocyanose. Cyanose, ça veut dire bleuté. D'accord? Au niveau des extrémités du visage et aussi au niveau de la muqueuse buccale. Aussi, il présente une splénomégalie et une dyspnée avec paresthésie. Qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau biologique? Le patient, comme j'ai expliqué, peut avoir un nombre important des hématies, c'est entre 6 à 8 millions, alors que la valeur normale, elle est de 4 millions. Augmentation automatiquement de l'hématocrite et de l'hémoglobine, qui est entre 17 à 18, avec hyperleucocytose dans 50% des cas. Pourquoi d'après vous? J'ai posé une question, je vais voir si vous avez compris ou non. La maladie de Vaquez, on a dit, c'est l'augmentation anormale des cellules ou bien des globules rouges. Est-ce que c'est clair? Vous êtes là? Oui, madame. Pourquoi il peut présenter une hyperleucocytose? Ça veut dire augmentation des leucocytes. Pourquoi? Parce qu'elle touche les cellules myéloïdes. Très bien. Donc, quand ça touche ça, ça veut dire, on a dit les cellules myéloïdes qui produisent, qui vont se différencier en cellules rouges et des plaquettes et même certaines cellules blanches. D'accord? Ça veut dire, vous avez compris. Très bien. D'après donc ces signes, on va comprendre les risques après. Au niveau buccal, donc une muqueuse qui est rouge violacée ou bien augmentée de volume, des ulcérations, on trouve des gingivorragies vu l'augmentation du nombre des globules rouges, des ecchymoses. Les ecchymoses normalement c'est au niveau cutané. Des pétéchies c'est des points saignants ou bien sanglants au niveau muqueux. Des hématomes avec érythrose des lèvres. L'érythrose des lèvres, c'est la couleur rouge foncé des lèvres, les joues, le menton et les oreilles. On peut les connaître cliniquement à partir du visage du patient. Maintenant, pour la prise en charge en odontostomato, les risques rencontrés, il est hémorragique et risque de thrombose. Pourquoi? Le risque de thrombose est clair. Je vous écoute. Parce qu'il y a excès dans les cellules rouges, madame. Oui, il y a excès, donc il y a le risque de thrombose, c'est clair. Et pourquoi le risque hémorragique? Diminution du nombre de plaquettes. Comment ça? ما تكونش كاينه لا فورماسيون دو كايو sanguin. Oui, mais pourquoi? Là, généralement, ces patients, quand il y a une thrombose, ça veut dire formation du caillot au niveau des vaisseaux. Elle prend des médicaments, madame. Très bien, parce qu'il les traite par les anticoagulants et les antiagrégants. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, le risque de thrombose, il est lié à la pathologie. Le risque hémorragique, il est lié à la médication. D'accord? Donc, madame, oui. Il faut faire l'INR avant l'acte sanglant.
Mais l'INR, il n'est pas lié à quand le patient il est sous intrant. Vous allez comprendre ça quand vous ferez le cours de les malades cardiopathes. D'accord? D'accord. Donc, tout ça, l'INR, vous allez savoir après quand est-ce qu'on demande l'INR, quand est-ce qu'on demande le TP, dans quel cas. D'accord? D'accord, madame. L'INR, ça ne veut pas dire, parce que c'est le mode d'action, normalement, c'est un examen quand le patient il est sous anticoagulant et beaucoup plus le Syntran. D'accord? Les antivitamines K, si vous voulez. Ah oui, oui. Donc, pour la prise en charge de ce type de patient, il faut demander un bilan d'hémostase, une FNS normalement, et utiliser les moyens locaux de l'hémostase, et les antifibrinolytiques sont à proscrire. À proscrire, ça veut dire prise en charge buccale. Alors, la dernière question, c'était pourquoi les antifibrinolytiques sont contre-indiqués. Madame. Je répète la question. Pourquoi les antifibrinolytiques sont à proscrire chez un patient qui présente la maladie de Vaquez? Madame. Parce Oui. qu'il a un risque hémorragique. Non? Et quand il a un risque hémorragique, c'est l'inverse. Normalement, c'est bien de rajouter les antifibrinolytiques. Un antifibrinolytique, tu sais, ça veut dire quoi? Il a une action contre la fibrinolyse. Ça veut dire il maintient le thrombus et il assure mieux l'hémostase. Ça va aggraver le contraire, non? Et là, c'est l'indication, la voie générale. Hein, parce que déjà, il présente des thromboses. C'est compris? Madame, ça va aggraver le risque de thrombose, non? Très bien, donc c'est à proscrire. Oui. Mais là, quand je parle de la voie générale, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il avale. On peut utiliser les antifibrinolytiques, la voie locale. D'accord? Ça veut dire au niveau du site. Par exemple, vous faites l'extraction, on met l'antifibrinolytique. Par contre, avaler, non. La voie générale, non. D'accord? C'est compris? Oui, madame. Bien. Je continue. Les leucémies maintenant. Là, les leucémies, c'est une prolifération maligne des cellules hématopoïétiques. Elles sont dues à des anomalies chromosomiques ou à des irradiations et expositions à des composés chimiques. On les classe en aiguë, chronique. Il y a les leucémies lymphoïdes et myéloïdes. Leucémie, ça veut dire quoi? Si vous voulez, vous connaissez tous la leucémie. C'est une prolifération anarchique et anormale, production excessive, anarchique et anormale des cellules hématopoïétiques au niveau, si vous voulez, au niveau central, au niveau médulaire. Cette leucémie existe, elle peut être aiguë ou chronique. Lymphoïde, elle touche, ça veut dire les cellules souches lymphoïdes ou bien les myéloïdes. D'accord? On va détailler. Pour le plan biologique, pour le myélogramme, on trouve un envahissement du tissu médulaire par une quantité importante de leucoblastes. Leucoblastes, ce sont les leucocytes, si vous voulez, jeunes. D'accord? Donc, un envahissement important. La cytologie, ou bien au niveau cytologique, là, il permet de préciser le type de cellules. Ça peut toucher, on a dit, les lymphoïdes ou bien les myéloïdes. C'est pour savoir est-ce que c'est une leucémie lymphoïde ou bien myéloïde. D'accord? C'est pour cette raison, on va faire les deux examens. Le premier, c'est pour dire que c'est une leucémie. Et le deuxième, c'est pour préciser est-ce qu'elle est lymphoïde ou bien myéloïde. Je continue. On va voir maintenant les leucémies aiguës. C'est une prolifération des cellules hématopoïétiques très peu différenciées. Ce sont des blastes immatures. On trouve
beaucoup de blastes qui sont immatures. Et là, ce qui donne une insuffisance médulaire et l'évolution, généralement le décès du patient à un âge jeune et le diagnostic biologique pour le myélogramme, il est augmenté, il est plus de 30% du nombre total des blastes. On trouve une hyperleucocytose, avec neutropénie, thrombopénie et anémie. Alors, ce qu'il faut retenir, un patient leucémique, il va présenter une neutropénie, thrombopénie et anémie. Thrombopénie, ça veut dire, quand on fait une FNS, on trouve un nombre diminué du taux des neutrophiles, des plaquettes et des globules rouges. Et le problème, il est au niveau médulaire. Pourquoi? Je pose la question, pourquoi? Oui? Est-ce qu'il y a une réponse? Vous êtes là? Oui, j'ai pas compris la question, madame. Je répète. Alors, un patient leucémique, on a dit, c'est une prolifération anormale hématopoïétique des blastes qui touchent les blastes, soit myéloïdes ou bien lymphoïdes. Il y a une production excessive au niveau central. C'est compris? Très bien. Par contre, cliniquement, le patient, il présente une neutropénie, une thrombopénie et une anémie. Expliquez-moi pourquoi. Madame, parce que les cellules qui sont normales, qui peuvent nous donner les globules rouges et les globules blancs et les plaquettes. Oui. Ça veut dire le problème est central, il y a une production excessive, automatiquement. Élimination excessive. Élimination excessive, non, pas comme ça. Il y a un problème qualitatif. Qualitatif, ça veut dire trouble de différenciation. Je reviens, je dis trouble. Quand je dis blast immature, ça veut dire qu'il n'y aura pas une différenciation. Ces cellules, c'est vrai, sont augmentées de nombre. Par contre, ils ne vont pas être différenciés pour donner les plaquettes, les rouges et les blancs. C'est clair? Oui. Je continue. Maintenant, pour les leucémies chroniques de cause inconnue, parfois associées à l'utilisation de certains agents chimiques tels que un patient qui subit une chimiothérapie. Parce que les drogues utilisées pour la chimiothérapie entraînent une destruction au niveau médulaire. C'est pour ça, des fois, on parle d'aplasie médulaire. Et dans certains cas, après irradiation ionisante, et ces ces leucémies chroniques, on les classe en leucémies lymphoïdes chroniques et myéloïdes. Ça peut toucher les lymphoïdes ou bien les myéloïdes. Pour les leucémies lymphoïdes chroniques, il y a accumulation dans le sang et la moelle osseuse de petites lymphocytes d'aspect mature. Ce sont des cellules, si vous voulez, des lymphocytes matures. Par contre, elles sont de petits volumes. Et là, ça va altérer, si vous voulez, la fonction. Cliniquement, le patient est fatigué, présente une asthénie, un amaigrissement, perte d'appétit, des problèmes d'infection, des adénopathies volumineuses, vu l'excès de cellules, une splénomégalie et une hépatomégalie. Avec le diagnostic, donc, sur le plan hémogramme, on trouve une hyperlymphocytose plus adénopathie. Et pour le myélogramme, il y a envahissement lymphocytaire de la moelle osseuse. Donc, c'est pour ça, chez ces patients, déjà pour faire le diagnostic, il faut faire un prélèvement au niveau du rachis et des fois au niveau du sternum. D'accord? C'est pour voir le type des cellules et la prolifération. Pour la leucémie myéloïde chronique, il y a une prolifération anormale des granulocytes.
là, plus précisément les granulocytes, la moelle osseuse et la rate, elle affecte ça touche l'adulte jeune. Cliniquement, toujours l'asthénie et l'infection avec l'hépatosplénomégalie. Au niveau, le diagnostic est posé après hémogramme. On trouve l'hyperleucocytose et la biopsie de la moelle osseuse qui met en évidence le syndrome myéloprolifératif. Ce qui nous intéresse, les manifestations buccales qui sont en 3 signes principaux. Il y a l'insuffisance médulaire, le syndrome tumoral et la chimiothérapie. Pourquoi l'insuffisance rénale? Un patient qui présente, qu'elle soit chronique ou aiguë, myéloïde ou lymphoïde, le patient présente l'insuffisance médulaire, des tumeurs, donc vu la prolifération, et le traitement, c'est la chimiothérapie, parce que les leucémies se traitent par la chimiothérapie. Pourquoi l'insuffisance médulaire? Oui. Je vais répondre. Alors, quand il y a une prolifération en production excessive, là, normalement, production excessive, si vous voulez, nombre important de myéloïdes et lymphoïdes, automatiquement, cette augmentation, cet excès de production, ensuite va stimuler le mécanisme ou bien l'organisme qui va pas stimuler la production, d'accord? Parce que la production des cellules se fait après stimulation quand il y a un manque. Il y a un manque de cellules, l'organisme va stimuler, si vous voulez, la production. Il y a une production suffisante, il y a un nombre important de cellules, il n'y aura pas de production, d'accord? Alors, pour l'insuffisance médulaire, on trouve une anémie, donc pas de production. L'anémie, c'est lié à la diminution du globule rouge. Automatiquement, le patient va être, il va avoir tous les signes d'une anémie, d'une neutropénie par diminution du nombre de globules blancs. On trouve des ulcérations, des herpès, des mycoses et des aftes. Et la thrombopénie, cliniquement, va se manifester par des gingivorragies qui peuvent être spontanées ou provoquées, des pétéchies et des épistaxis. Pour le syndrome tumoral, donc, le patient va cliniquement, il va présenter augmentation du volume des adénopathies, même cervicales, et des fois c'est même les glandes salivaires après envahissement par les cellules tumorales, si vous voulez. Et au niveau buccal, on trouve aussi un syndrome tumoral, comme vous voyez là. Là, c'est pas une hypertrophie. Si vous voulez, habituelle. C'est pas là, c'est une hyperplasie, si vous voulez, disséminée au niveau de la muqueuse buccale. Et généralement, on trouve ça chez un patient. C'est surtout, il faut penser à une leucémie. Si vous recevez un patient avec un état buccal pareil, il faut toujours penser à un problème malin. Et beaucoup plus, c'est hématologique, d'accord? Des fois, on assiste à une couverture totale des dents. Par rapport à la chimiothérapie, on trouve une atrophie des muqueuses, comme vous voyez là. Ce sont les effets secondaires des substances chimiques utilisées pour la chimiothérapie. Coupez vos sangs, s'il vous plaît. On trouve donc des ulcérations, des mycoses et aussi des saignements. Pour la prise en charge d'un patient qui présente une leucémie, toujours avis du médecin traitant, élimination de tous les foyers infectieux
Et si vous faites un acte sanglant, ça sera, il faut assurer les moyens locaux de l'hémostase. Et on peut pas intervenir, sauf en cas d'urgence. En cas d'urgence, quand les plaquettes sont diminuées à 50 000, là, 100 000, là, le risque commence à être important, le risque hémorragique. Mais là, 50 000, on ne peut pas intervenir, sauf en cas d'urgence et sauf si le patient fait des perfusions, des transfusions. Pendant la chimiothérapie, il faut motiver à l'hygiène. Tout ça, c'est avant qu'il commence le traitement par chimiothérapie. Pendant la chimiothérapie, il faut motiver le patient à l'hygiène. Et si vous intervenez, donc, toujours sous traitement couverture antibiotique, et il faut utiliser des bains de bouche alcalins pour diminuer l'acidité de la muqueuse buccale, au niveau buccal. On va voir maintenant le myélome multiple ou la maladie de Kahler. Donc, là aussi, c'est un syndrome prolifératif. Ça touche les plasmocytes. Donc, il va y avoir prolifération anormale des plasmocytes. Ils produisent ces plasmocytes qui sont les cellules responsables de la production des immunoglobules, des immunoglobulines. D'accord? Les immunoglobulines, donc, c'est les anticorps. Et le risque majeur chez un patient qui présente la maladie de Kahler, on l'appelle aussi le myélome multiple, c'est la destruction osseuse. Parce que si vous voulez, il va y avoir envahissement de l'os. Les plasmocytes là vont sécréter une substance qui intervient dans la destruction osseuse. Et chez ces patients, généralement, ils les mettent sous ce qu'on appelle les biphosphonates pour diminuer, si vous voulez, ralentir, ou bien c'est pour, si vous voulez, accélérer la réossification osseuse et éviter les fractures. D'accord? Et au niveau buccal, c'est la même chose. Donc, cliniquement, on trouve les signes d'anémie, infection, avec problème hémorragique. Les manifestations buccales, on trouve souvent des lésions, des foyers infectieux. Ce sont des réveils, des foyers infectieux qui est dû à la déficience immunitaire, des lésions nodulaires par envahissement des tissus mous. À un stade avancé, il peut y avoir fracture pathologique au niveau maxillaire. Et les signes de gingivorragie et de pétéchie, elles sont dues au déficit des plaquettes. On va voir maintenant les lymphomes. C'est une prolifération maligne du tissu lymphoïde qui diffuse à distance des autres tissus lymphoïdes, les nœuds, les lymphatiques et la rate. Là, les lymphomes, il faut faire la différence entre les lymphomes et les leucémies. Vous allez me dire, madame, c'est la même chose, ça touche les lymphes, mais là, ce sont les lymphes des autres tissus lymphoïdes tels que les ganglions. D'accord? Il existe donc sous 3 formes la maladie de Hodgkin, et le lymphome non hodgkinien et le lymphome de Burkitt. Alors, pour la maladie de Hodgkin, elle est caractérisée par la présence dans les organes atteints de cellules réticulaires dystrophiques. C'est ce qu'on appelle les cellules de Sternberg. Ces cellules, donc histologiquement, si on trouve ces cellules, c'est ce qui fait la différence avec la maladie, ou bien le lymphome hodgkinien, et avec le lymphome non hodgkinien. Parce que le non hodgkinien, on ne trouve pas ce type de cellules. D'accord? Cliniquement, dans plusieurs adénopathies, le patient est fébrile, toujours amaigrissement, sueur nocturne, une splénomégalie, et le diagnostic est mis en évidence à partir de la biopsie et l'adénogramme. Les manifestations buccales, on trouve qui sont liées à la chimio et la radiothérapie. Là,
le traitement de la maladie de Hodgkin se fait par chimio et radiothérapie et vous aurez ça comme en détail dans le cours. Un patient qui irradie et qui présente des chimiothérapies, vous allez voir les complications de ces traitements sur la cavité buccale et parmi ces complications, vous avez les mucites. Les mucites, c'est une inflammation de la muqueuse buccale qui est due aux drogues de chimio, soit après irradiation de la cavité buccale, on trouve des ulcérations. On trouve aussi des hypertrophies des amygdales et des glandes salivaires qui est due à l'envahissement des amygdales et des glandes salivaires par les cellules malignes. Pour le lymphome non hodgkinien, qui est une prolifération plasmocytaire maligne développée à partir donc plasmocytaire mais développée au niveau des organes lymphoïdes secondaires. La différence, je répète, avec la maladie de Hodgkin, c'est là, ici, il n'y a pas les cellules de Sternberg. Et les non-Hodgkiniens sont plus fréquents par rapport aux Hodgkiniens. Il y a les non-Hodgkiniens des tissus mous, donc on peut trouver ça, des hyperplasies, qui est d'origine tumorale au niveau buccal. On peut trouver aussi au niveau maxillaire. Un patient peut se présenter avec une tuméfaction au niveau maxillaire ou mandibulaire et après biopsie, ça sera la mise en évidence de ces cellules malignes et à partir de là, on peut diagnostiquer un lymphome non hodgkinien, comme vous voyez là. Donc, ces lésions, là, c'est pas, si vous voulez, la radio et la clinique n'est pas pathognomonique, si vous voulez. Cette image, si on reçoit un patient avec cette image de lyse osseuse, donc il y a plusieurs, cliniquement et radiologiquement, il y a plusieurs pathologies auxquelles on peut penser. Mais par contre, après biopsie et examen histologique, ça sera la mise en évidence de ce lymphome. D'accord? Le lymphome de Burkitt, là, il est fréquent chez l'enfant de l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est une maladie de cause, si vous voulez, inconnue, mais beaucoup plus, il pense au virus d'Epstein-Barr. Là, ce virus qui peut être la cause à partir d'une infection virale, il peut y avoir formation de ce type de lymphome. C'est pour ça on l'appelle, il est fréquent chez l'enfant des pays africains. Pardon. Et ça touche les cellules, les lymphocytes B. D'accord? Donc, au niveau osseux, au niveau maxillaire, il va y avoir une lyse osseuse, des fois des déplacements, des mobilités dentaires avec chute spontanée. Le traitement, toujours, ça sera par chimiothérapie. Alors, pour les lymphomes et les myélomes multiples, on va voir la prise en charge, toujours, c'est l'avis du médecin traitant, intervenir en dehors des épisodes aigus, précaution, sauf en cas d'urgence, bien sûr. Il faut prendre en considération l'insuffisance rénale, médulaire. Et pour cela, donc, il faut une couverture antibiotique en cas d'acte sanglant, assurer les moyens locaux de l'hémostase et les précautions vis-à-vis à la radiothérapie, ça sera un autre cours. On ne va pas détailler, sinon on va sortir du principe de notre cours. On va voir maintenant l'histiocytose X ou Langerhanisme. C'est une accumulation des macrophages ou les cellules histiocytes dans les tissus. D'accord? Augmentation du taux, du nombre, si vous voulez, des histiocytes au niveau des tissus mous ou bien osseux. Il y a deux variétés, c'est ce qu'on appelle le granulome éosinophile et la maladie de Letter-Sieve, qui est fréquente chez le nourrisson. Jusque-là,
est-ce que... Alors, donc tout ça, c'était la pathologie ou bien les hémopathies de la lignée blanche.